Nous sommes le 6 novembre 1979. Le vol American Airlines 444 décolle de Chicago pour Washington. C'est un vol intérieur sans histoire, comme il s'en fait des milliers chaque jour. À bord, 78 personnes. Rien d'anormal, l'avion prend donc son envol. À mi-parcours, un petit mécanisme s'active dans la soute. C'est une bombe artisanale. Elle est bricolée à partir de composants électroniques et de boîtes de jus de fruits. Elle explose, enfin partiellement. Il n'y a pas de souffle destructeur, mais une épaisse fumée noire qui commence à s'échapper du plancher. Dans la cabine, l'odeur se répand rapidement. La visibilité diminue, le commandant déclare l'urgence et cherche à atterrir le plus rapidement possible. L'avion se pose tant bien que mal, et c'est seulement une fois au sol que l'on comprend ce qui s'est passé. Ce n'était pas un accident, mais bien une tentative d'attentat. Selon les experts du FBI, si la bombe avait fonctionné comme prévu, le vol n'aurait jamais atteint sa destination. Surtout, la méthode rappelle plusieurs autres attaques répertoriées sur le sol américain. Rapidement, le profil d'un assaillant se dessine. Celui d'un homme, sans nom, sans visage, qui construit ses bombes à la main, les poste depuis des lieux différents et les adresse à des chercheurs, des scientifiques, des entreprises technologiques. Ce jour-là, la presse lui donne un nom de code, Unabomber. Pendant près de 20 ans, l'agence fédérale va le traquer, dépensant plus de 50 millions de dollars, mobilisant plus de 150 agents à temps plein, recoupant plus de 2000 suspects, analysant des dizaines de scènes d'attentats, allant même jusqu'à créer une cellule spéciale, la Unabomber Task Force. Et pourtant, le FBI ne trouvera aucune piste sérieuse. Enfin, ça c'est jusqu'au jour où un détail, minuscule, va faire tout basculer. Pas une preuve ADN, non. Pas une caméra. Un petit objet qui, sans qu'il le sache, l'a fait tomber. Bon, vous l'avez compris, l'attentat du vol AA444 n'était pas un acte isolé. Ce n'était même pas le premier colis envoyé par Unabomber. Regardez cette carte. Tout commence en 1978, sur le campus de l'université de l'Illinois, à Chicago. Un colis abandonné dans un couloir, un agent de sécurité qui s'approche, puis l'explosion, le chaos. Un an plus tard, même scénario. Une autre bombe, un autre campus. Et puis, tout s'emballe. Les points rouges se multiplient sur la carte. Un réseau invisible de violence s'étend, méthodique, implacable. De ville en ville, d'état en état, chaque point rouge, c'est une bombe. Chaque bombe, c'est une cible soigneusement sélectionnée. Université prestigieuse, compagnie aérienne, chercheurs réputés, ingénieurs, publicitaires, représentants d'agences forestières, rien ne les relie vraiment, enfin, sauf une chose, ils incarnent, chacun à leur manière, le progrès. En tout, 16 bombes, 23 blessés, 3 morts. En tout, 17 années de terreur dans le silence et l'ombre. Et pendant tout ce temps, aucune piste sérieuse, aucun témoin, aucune revendication, aucune signature. Seulement des engins explosifs artisanaux, différents à chaque fois, mais porteurs d'une même logique. Peu à peu, les enquêteurs remarquent une évolution, une montée en compétences. Les premières bombes sont instables, approximatives, puis elles deviennent précises, sophistiquées, mentales. Le tueur apprend et se perfectionne. Certains colis sont gravés de 2 lettres taillées dans le bois. FC pour Freedom Club. En fait, le FBI comprend rapidement une chose, ce n'est pas un tueur en série comme les autres, mais un idéologue, un stratège, et surtout, un technicien hors pair. Elle l'appelle Unabomber, contraction de University and Airline Bomber. Unabomber, c'est donc quelqu'un capable de fabriquer chez lui des engins explosifs à partir d'objets du quotidien. Quelqu'un qui refuse toute trace, aucun achat suspect, aucune pièce identifiable. Il démonte, il recycle, il soude à l'ancienne, il camoufle chaque détail, varie les modes de déclenchement de ses engins et change de ville à chaque envoi. Il modifie son écriture, il peut attendre des mois, des années s'il le faut, et quand on l'oublie, il frappe à nouveau. Alors, le FBI lance les grands moyens. Une cellule spéciale est créée, la Unabomber Task Force. Elle regroupe plusieurs agences fédérales et mobilise 150 agents à temps plein. C'est une enquête qui est très compliquée, très délicate pour les enquêteurs. Ils disposent de très peu d'indices finalement. Ils ont les bombes elles-mêmes, donc ils vont essayer de les reconstituer pour essayer de glaner comme ça des indices. Ils vont faire aussi appel à de nombreux spécialistes comme des spécialistes en balistique, des profilers.
Et tout ça, pendant longtemps, ça va rien donner. Et on estime, au moment de l'affaire, que c'est l'affaire la plus coûteuse qui ait jamais engagé le FBI. L'homme derrière ces bombes vit dans une cabane de 3 mètres sur 3, sans eau courante, sans électricité. Une cellule de moine plantée au cœur des Rocheuses, à Lincoln, dans le grand nord-ouest des États-Unis. Autour de lui, des forêts, du silence et les souvenirs d'un monde qu'il rejette. L'homme derrière le sigle FC, c'est Theodore Kaczynski, un ancien prodige des mathématiques entré à Harvard à 16 ans. Il est doctorant à l'université du Michigan, professeur assistant à Berkeley, puis il disparaît. À 26 ans, il quitte tout et s'enfonce dans la nature. Dans sa cabane, il écrit beaucoup. Des milliers de pages, des manifestes, des journaux, des calculs, des plans. Il lit les grands textes anarchistes, mais aussi Rousseau, Jacques Ellul, les classiques du primitivisme. Il se forge peu à peu une pensée, une haine farouche de la technologie, de l'industrialisation et de ce qu'il appelle la domestication de l'homme moderne. Kaczynski va se radicaliser. C'est un peu quelque chose qu'on peut rapprocher du mouvement néoludiste, par exemple, qui est un mouvement de pensée qui s'est un peu construit contre la technologie, contre les ordinateurs. Et Kaczynski, lui, il voit dans le progrès quelque chose qui fait régresser l'homme et qui l'empêche d'être libre. Et donc quand on comprend l'idéologie qui l'anime, on comprend de fait les personnes qu'il cible. C'est-à-dire, dans les gens qu'on a vus, il y a des universitaires, il y a des chercheurs, il y a aussi des ingénieurs, des gens qui travaillent sur les nouvelles techniques et les nouvelles technologies. Alors attention, cette haine ne tombe pas du ciel. Elle s'est construite, notamment à Harvard dans les années 60. Là-bas, il est sélectionné pour une expérience psychologique menée par un professeur nommé Henry Murray, qui est un ancien agent du renseignement. Le protocole est très brutal. Pendant plus d'1 an, Kaczynski et d'autres étudiants sont soumis à des entretiens déstabilisants. On leur demande d'écrire des essais détaillant leurs convictions philosophiques et politiques, puis ces textes sont utilisés contre eux. On les confronte à des critiques violentes, parfois humiliantes, infligées par des avocats professionnels chargés de les déstabiliser psychologiquement. L'expérience est filmée, répétée, l'humiliation est méthodique, programmée. On teste leur résistance mentale, leur seuil de stress, leur capacité à défendre leurs idées dans un contexte hostile. Les attaques sont adaptées à leurs égos, leurs idées chères, leurs croyances. Kaczynski, lui, subit ce traitement pendant plus de 200 heures. Et l'objectif est clair, évaluer sa réaction à une pression psychologique intense dans une logique proche de celle des interrogatoires de la guerre froide. Certains chercheurs estiment aujourd'hui que cette expérience, aux limites de l'éthique, a profondément fissuré son équilibre mental. Elle aurait pu renforcer chez lui un sentiment de persécution, une méfiance extrême envers les institutions, une volonté de revanche intellectuelle contre un système perçu comme manipulateur. Mais il ne suffit pas d'avoir une idéologie. Il faut aussi avoir une méthode. Et Kaczynski, c'est un vrai ingénieur du chaos. Kaczynski veut mener une guerre asymétrique, celle d'un homme seul contre une civilisation entière. Et cette guerre, il la mène sans un mot. Pendant des années, il frappe mais ne revendique rien. Enfin, ça c'est jusqu'en 1995. Kaczynski décide de sortir du silence. Jusqu'ici, il se contentait de faire exploser ses idées. Mais cette fois, il écrit et il exige. C'est un texte de 35 000 mots, signé Freedom Club. Il est dense, radical, il s'intitule « La société industrielle et son avenir ». À l'intérieur, il expose ses thèses, ses obsessions, sa haine du progrès et ce qu'il considère comme l'effondrement de la liberté humaine sous le poids de la technologie. Et ce n'est pas une simple tribune, c'est un ultimatum. Ce manifeste, ce texte, Kaczynski va choisir de l'envoyer à plusieurs destinataires cibles, la CIA, le FBI forcément, mais aussi 2 grands médias, le New York Times et le Washington Post. Et ces rédactions, elles se retrouvent face à un dilemme. Parce que Kaczynski les menace, si jamais ce texte n'est pas diffusé, il continuera à faire des victimes. Elles doivent donc choisir. Est-ce qu'elle publie ce texte en prenant le risque d'exposer en fait ses idées, c'est l'idéologie de Kaczynski et surtout en cédant à ses menaces, ou est-ce qu'à l'inverse, elle choisit de ne rien en faire en prenant le risque derrière qu'il y ait d'autres victimes? Après plusieurs semaines d'hésitation, Janet Reno, procureure générale, et Louis Freeh, directeur du FBI, valident la publication. Le Washington Post accepte d'imprimer le texte en pleine page dans une édition spéciale du 19 septembre 1995 avec l'aide financière du New York Times. Et là, c'est le choc. Des millions de lecteurs découvrent les mots d'un homme qu'ils ne connaissent pas, mais qui les menace. Le manifeste parle de la perte d'autonomie, de la soumission au système technologique, de la nécessité de saboter la société industrielle. En fait, c'est une déclaration de guerre philosophique. Les réactions sont immédiates.
Des universitaires reconnaissent la cohérence interne du raisonnement, malgré son caractère extrémiste. Certains penseurs vont jusqu'à dire que le texte pose des questions légitimes sur la modernité. D'autres, au contraire, dénoncent un discours délirant, paranoïaque, écrit par un homme profondément malade. Mais tous s'accordent sur un point, c'est un texte dérangeant. Parce qu'il est trop structuré pour être écarté comme un simple délire, parce qu'il est trop rationnel pour ne pas susciter le débat. Et parmi ces millions de regards qui lisent le manifeste, il y a celui de David Kaczynski. David, c'est le petit frère d'Una Bomber. C'est un éducateur social, pacifiste, discret, marié. Il n'a pas revu tête depuis plusieurs années. Les liens se sont distendus, mais il a gardé des lettres. Et surtout, il a gardé les idées, le style de son frère en tête. Alors il lit le manifeste, plusieurs fois. Et là, il tique. Il reconnaît le style, le ton, le raisonnement. Ce qu'il lit là, c'est du TED, à chaque ligne. Il montre le texte à sa femme Linda, elle aussi le sent, c'est TED. David hésite, il veut croire qu'il se trompe, il se souvient de son enfance, de son frère brillant mais tourmenté, de ses colères, de son isolement. En fait, il pense surtout à sa mère, au poids que cela représenterait pour elle. Mais il pense aussi aux victimes, aux morts, à ceux qui pourraient suivre. Alors, la gorge nouée, il prend contact avec un avocat, puis avec le FBI, et leur transmet une lettre que son grand frère lui a envoyée. C'est une lettre étrange, dense, teintée d'idéologie, dans laquelle David retrouve mot pour mot les mêmes obsessions que dans le manifeste publié dans le Washington Post. Il y est question d'industrie, de liberté, d'individus broyés par la machine technologique, mais aussi de violence légitime, de résistance, et surtout, d'éradication. Le FBI, jusqu'ici aveugle, tient enfin un fil. Et il le confie à un homme, James R. Fitzgerald. C'est un spécialiste de la linguistique judiciaire, un ancien flic devenu profiler. Il est persuadé qu'on peut identifier un auteur à partir de ses mots. Il n'est pas encore célèbre, mais il est déterminé, méthodique, et surtout, il est convaincu que le langage est une empreinte. Fitzgerald va s'emparer de cette lettre. Il va la disséquer, mot à mot, phrase par phrase, il compare, il trace, il remonte les formulations, les tournures, les figures de style, et ce qu'il découvre, c'est une signature invisible mais indéniable, une sorte d'ADN littéraire, le même vocabulaire, la même syntaxe, la même obsession pour la société industrielle, la technique, l'effondrement des libertés. Surtout, il va retrouver des expressions rares, quasiment identiques, comme par exemple « cool-headed logician », qui est une tournure presque introuvable ailleurs. Fitzgerald la note, il croise avec d'autres textes et les similitudes s'accumulent. Le lien est fait, solide, scientifique, probant. Ce n'est pas encore une preuve judiciaire, mais c'est suffisamment fort pour obtenir un mandat. En recoupant les timbres de cette lettre et ceux des colis piégés, les enquêteurs du FBI resserrent la zone de recherche autour de Lincoln, dans le Montana. Une cabane en bois, sans eau ni électricité, attire leur attention. Après plusieurs jours de surveillance discrète, ils repèrent un homme, barbu, qui vit seul, se déplace à vélo, et qui surtout correspond au profil. Le 3 avril 1996, les agents sont sur une piste forestière dans le Montana. Il fait froid, humide, une pluie fine tombe sur les agents, ils sont une dizaine, lourdement armés, la tension est palpable. Les agents encerclent silencieusement la cabane, ils attendent immobiles, puis le signal. Ils se précipitent vers la porte, elle cède immédiatement. Una Bomber est là, debout, surpris, mais calme. Il ne dit pas un mot, il ne tentera pas de fuir. Ses vêtements sont sales, ses cheveux longs emmêlés, la barbe est hirsute, il est amaigri, il semble presque détaché, résigné à son sort. Autour de lui, c'est le désordre absolu. Des piles de journaux jaunis, des nattes griffonnées, des croquis de bombes, des composants électroniques, des outils rouillés, et surtout, des dispositifs explosifs en préparation. Et au milieu du chaos, un document va attirer immédiatement l'attention des agents. Une version manuscrite du manifeste. Ça, c'est la preuve décisive. La nouvelle se répand très vite, elle fait même le tour du monde. Le mystère Una Bomber est enfin résolu. Le coupable n'est ni un réseau organisé, ni une cellule terroriste complexe, c'est un homme seul. Un ancien prodige des mathématiques, devenu ermite, devenu meurtrier. En tout, il aura envoyé 16 bombes, tué 3 personnes, blessé 23 autres. Pendant 17 ans, il aura tenu en échec le FBI, les services secrets, l'armée. Il aura par exemple modifié les protocoles de sécurité des avions, c'est grâce à lui qu'on a des portiques. Il aura inspiré des œuvres, des peurs, des vocations. En fait, il est devenu une figure, une ombre dans l'imaginaire collectif.
Mais dans la salle d'audience, le public découvre un homme totalement différent. Un accusé seul, silencieux, déterminé à défendre ses idées jusqu'au bout. Ted Kaczynski refuse catégoriquement d'être considéré comme fou. Il veut que son procès soit celui de la société moderne, de ses idées, de sa philosophie radicale. Son frère, David, est présent dans la salle, le visage fermé, rongé de remords mais convaincu d'avoir sauvé des vies. En 1998, Kaczynski accepte finalement un accord judiciaire pour éviter la peine de mort. Il est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Durant ses longues années en cellule, Kaczynski va continuer d'écrire, d'échanger avec ses soutiens, de répondre à ses détracteurs. Il argumente, il se bat avec des mots. Ses lettres continuent de circuler, ses idées d'interroger, de déranger et encore de fasciner. Ted Kaczynski est mort le 10 juin 2023 à l'âge de 81 ans. Il souffrait d'un cancer en phase terminale. Plusieurs sources proches du dossier ont annoncé qu'il s'était suicidé. Ce qui a fait tomber une bomber, ce n'est pas une trace ADN, ni une caméra de surveillance, ni même une erreur de parcours. C'est une lettre, un simple bout de papier, quelques lignes griffonnées à la main, envoyées à un frère oublié.